Alors, où est-ce que l'immersion figure dans l'idéologie monolingue? Alors, l'idéologie monolingue, c'est l'idée que l'anglais, c'est la norme. Et alors, toute autre langue en Amérique du Nord, c'est un peu l'exception. Alors, plusieurs considèrent le bilinguisme et l'éducation bilingue comme des problèmes aux États-Unis, mais est-ce seulement le cas des États-Unis ou est-ce que ça existe un peu au Canada aussi? Est-ce qu'il y a un essor linguistique dans les programmes d'immersion hors les grands centres urbains? On sait, d'après les études d'Agenais, de moi à Toronto, par exemple, de certains chercheurs, qu'il y a de plus en plus d'allophones qui s'inscrivent en immersion dans les grandes villes. Mais quoi ça alors avec les plus petits centres urbains? Le plan 2013 voulait que l'on repense la structure des programmes d'immersion. Alors, comment est-ce qu'on pourrait restructurer les programmes d'immersion tenant compte des allophones? Alors, pour plus parler de cette idéologie monolingue, des chercheurs dont Cummins, Edward, Ruiz, Scotnam-Kangas agissent contre une croyance que certains pays sont et ou ont toujours été monolingues. Alors, on croit par exemple que les pays scandinaves ont toujours été monolingues, mais en fin de compte, même les pays qu'on pensait monolingues n'étaient jamais vraiment monolingues. Et il paraît qu'il y a seulement 4 pays au monde en ce moment actuel, dont l'Islande, qui sont vraiment des communautés monolingues. Mais quand même, il y a toujours des réactions négatives envers le bilinguisme, surtout l'éducation bilingue aux États-Unis qui a été abolie dans plusieurs États. Et c'est surtout à cause de la valeur symbolique attachée aux langues. Les gens se sentent menacés d'entendre d'autres langues. Ils ont l'impression que d'autres gens qu'eux vont commencer à être plus nombreux, etc. Il y a un certain sentiment, une peur qui est attachée à d'autres langues. Alors, Richard Ruiz a sorti ces trois orientations envers les langues. Langue comme problème. Alors, par exemple, les langues maternelles des minorités seraient vues comme des problèmes. Alors, il y avait surtout des programmes de transition aux États-Unis où on voulait le plus tôt possible sortir les enfants de l'enseignement espagnol pour qu'ils puissent suivre des cours en anglais, etc. Ce qui est plus commun ici, c'est de voir le bilinguisme, les langues comme ressources et le travail de Scotnam-Kangas qui veut que les langues maternelles des minorités, que ce soit des droits humains. Alors, tandis qu'avec l'idéologie monolingue, il y a toujours cette peur que le plurilinguisme, que ça va diviser les gens. Et les Américains qui disent que, mais regardez les problèmes au Canada à cause des Québécois et des choses comme ça. Mais il y a tout l'autre volet de travail qui dit que non, c'est le plurilinguisme qui unit les gens. Et au Canada, l'immersion et l'idéologie monolingue, est-ce qu'on est un cas à part? Est-ce que tout est bien accepté ici? C'est le vion rose. Il y a eu récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un cas à Windsor où il y a une certaine école où il y a beaucoup d'enfants arabophones et le surintendant de l'école était en contact avec des gens juste en face, à Détroit, où ils ont des programmes arabes, anglais en immersion. Et elle avait lu toutes les recherches, elle savait que l'enseignement de langue maternelle était très utile et elle voulait lancer un programme. Et alors, elle ne savait pas que c'était contre l'acte de l'éducation de l'Ontario où l'enseignement des matières dans des langues autres que l'anglais ou le français est illégal. Donc, elle était obligée de réduire le programme à ça va être un programme, même pas de transition, ça va être un peu d'arabe au jardin et puis à la maternelle et puis voilà, finissons. Donc, j'étais en contact avec un journaliste en ce moment-là et elle-même était très étonnée de la réaction très émotive de la part du grand public qui ne voulait pas soutenir l'enseignement en arabe. S'ils veulent ça, ils peuvent le faire à la maison, dans la communauté, etc. Donc, l'immersion anglais-français est acceptée en Ontario, mais il y a toujours une sorte de rancune. En général, on ne peut pas dire que c'est tellement la vie en rose.
Alors, mais voilà ce qu'on a maintenant comme diversité linguistique au Canada. Voici les plus grandes langues non officielles, dont par exemple le chinois. Alors, on pourrait s'imaginer que dans certains endroits, ce serait utile d'avoir des programmes comme on a en Alberta, par exemple, avec des programmes d'immersion différents. Alors, comment profiter de l'essor linguistique qui existe au Canada? Existe-t-il en immersion? Est-ce que c'est surtout des anglophones ou est-ce qu'il y a des allophones? On sait d'après les recherches de Calimedi qu'il existe un certain nombre ou quels sont les problèmes associés avec les allophones qui veulent suivre des cours de français cadre. Mais jusqu'ici, on n'avait pas d'idée exacte, on n'avait pas de chiffres avec l'immersion. On n'a aucune idée du nombre d'enfants plurilingues qui sont inscrits dans l'immersion, surtout pas dans les villes qui ne sont pas les 3 grandes villes. Alors, peu a changé depuis les années 90. On ne sait pas grand-chose sur l'expérience scolaire des plurilingues qui sont dans les cours d'immersion. Les études pertinentes, par exemple les études de Swain et Lapkin menées en 91 et 2005, l'étude de 91 où elles ont démontré que les étudiants qui étaient plurilingues, qui parlaient peut-être une langue qui était plus près du français, par exemple l'espagnol ou le portugais, avaient de meilleurs résultats en français que les anglophones, et que les étudiants qui parlaient une langue qui était plus lointaine, comme le urdu ou quelque chose, alors s'ils étaient alphabétisés dans la langue maternelle, eux, ils avaient les meilleurs résultats en tout. Alors, mon étude de 92 Victor, où j'ai parlé d'un petit enfant cantonais, il réussissait très bien en immersion. J'ai aussi mené une étude avec des étudiants Mi'kmaq qui étaient en immersion au Nouveau-Brunswick et ils réussissaient très bien aussi. Et alors, le travail que je vais présenter maintenant, et surtout le travail de Swain et Lapkin de 2005, où elles ont dit que avec la population allophone qui était en immersion à l'heure actuelle, que ça avait changé les caractéristiques de base de l'immersion. Certains traits, par exemple, que le professeur parlait français mais comprenait très bien la langue maternelle de l'enfant. Alors, ces choses comme ça ne va pas s'il y a des enfants qui parlent swahili et des choses comme ça. Et à la fin, elles ont suggéré que est-ce qu'on ne pouvait pas incorporer peut-être un peu d'enseignement de langue maternelle dans le programme d'immersion. Alors, j'ai mené 2 études dans de plus petites villes. L'un était au sud de l'Ontario et l'autre était au nord de l'Ontario. Au sud de l'Ontario, c'était dans une école, un centre d'immersion qui était dans un milieu défavorisé, mais les étudiants venaient d'un peu partout en ville parce qu'ils prenaient l'autobus. Et alors, j'ai ciblé les étudiants qui étaient en 4e au 8e parce qu'ils allaient faire un sondage en ligne et je voulais qu'ils puissent lire tout seuls. Alors, j'avais des assistants de recherche qui sont allés de salle de classe en salle de classe demander les feuilles de permission. Alors, on a fini par avoir un tiers de tous les étudiants qui ont participé à l'étude. Par contre, dans l'Ontario du Nord, j'ai tout fait à distance et j'ai fini par seulement avoir un 10e des étudiants, beaucoup moins de réponses. Donc, je vais surtout me concentrer sur les résultats du sondage qui a eu lieu au sud de l'Ontario. Alors, pour la méthodologie, il y avait 190 étudiants de la 4e à la 8e année. Et comme j'ai dit, il y avait un tiers de tous les enfants qui ont participé au sondage et qui ont signé qu'ils voulaient bien participer à toute l'étude. Parce qu'il y avait d'autres volets de l'étude aussi. J'avais des assistants de recherche qui étaient au moins bilingues ou plurilingues, alors qui pouvaient m'aider. Par exemple, j'ai sélectionné 2 arabophones et j'avais un étudiant de recherche qui parlait arabe, qui pouvait leur parler arabe pour avoir une idée de leurs compétences, etc. Alors, j'ai fait 4 entrevues d'étudiants et c'était à l'école. J'ai aussi entrevué les parents, mais chez eux. Et j'ai aussi entrevué leur professeur d'immersion et aussi les 2 arabophones.
suivaient des cours d'anglais comme langue seconde dans l'école même. Il y avait assez d'allophones qui venaient d'apprendre l'anglais pour qu'ils puissent offrir des cours d'anglais langue seconde. Alors, j'ai parlé avec cette professeure aussi. Tandis qu'au nord de l'Ontario, il y avait 300 étudiants une possibilité de 300 étudiants dans les deux écoles, mais j'ai fini avec une trentaine d'étudiants. Et il y avait si peu d'étudiants que je n'avais pas l'occasion de choisir deux étudiants du même groupe linguistique. Alors, par exemple, j'ai dû prendre qu'il y avait. Ce n'était pas possible d'avoir deux arabophones dans ce cas-là. C'était vraiment le mauvais moment. C'était le mois de juin. Il y avait beaucoup de feuilles envoyées à la maison pour les voyages et tout ça. Et il n'y avait pas de professeur d'anglais comme langue seconde parce que la directrice d'école m'a dit que si les enfants étaient anglais comme langue seconde, ils n'étaient pas autorisés d'être en immersion. Alors, déjà, ça limitait les chiffres tout de suite. Alors, les instruments de recherche, il y avait non seulement le sondage, mais aussi l'observation en salle de classe et les entrevues. Alors, pour le sondage, il y avait 29 items. C'était administré pendant la journée scolaire, pendant la période d'ordinateur des étudiants. Et je voulais un peu comparer les résultats avec l'étude que j'avais faite sur Victor en 92, où j'ai regardé le bien-être linguistique, affectif, socio-académique. Alors, voilà les résultats pour l'école. Il y avait au moins un tiers qui était allophone et même quelques-uns qui se sont identifiés comme plurilingues. Et voilà pour l'emploi de l'anglais. Alors, il faut que j'explique ici. C'était mon assistante de recherche qui est chinoise qui m'aidait. Et au début, elle avait mis bilingue, plurilingue, trilingue en caractère chinois. Alors, quand j'ai remarqué ça, et aussi, on avait fait le tableau auparavant en anglais et parler de l'idéologie monolingue. Elle ne comprenait pas pourquoi il fallait le traduire en français pour le colloque. Alors, elle a un peu mélangé. Donc, ce n'est pas bilingue, plurilingue, c'est bilingue, trilingue, plurilingue pour les trois tableaux qui suivent. Alors, comme vous pouvez voir, les anglophones peuvent employer l'anglais partout, non seulement dans les circonstances intimes, mais aussi dans des circonstances publiques, chez le dentiste, chez le médecin, avec n'importe qui. Ils peuvent parler la langue maternelle. Pour l'emploi du français, c'est surtout avec les enseignants que tous les enfants parlaient français. Et aussi quelques-uns, l'autre plus grand nombre, c'était avec les sœurs et les frères. Donc, on peut s'imaginer que c'était des sœurs et des frères en immersion. Peut-être ils parlaient des devoirs ou ils voulaient passer des messages secrets pour les parents. Et aussi d'autres membres de la famille. Et beaucoup moins pour les dentistes, les lieux publics, les médecins, etc. Alors, pour l'emploi des langues maternelles, alors les anglophones, évidemment, partout, ils pouvaient parler anglais. Alors, les allophones, encore une fois, c'est beaucoup plus limité, surtout en famille. Mais quand même, ça démontre qu'il y a une certaine vitalité aux langues minoritaires. Alors, j'ai aussi posé des questions sur leurs préférences, dans quelle langue est-ce qu'ils préféraient écrire, parler, lire, écouter, etc. Et j'avais l'impression que les bilingues étaient un peu suroptimistes ou ils surévaluaient peut-être l'emploi du français, mais de toute façon, même s'ils font ça, c'est positif. Alors, 3/4 disaient qu'ils préféraient écrire en anglais et 1/4 préféraient écrire en français. Parler, surtout l'anglais, un peu le français. Lire, surtout l'anglais, un peu le français, plus que pour parler. 2/3 préféraient écouter l'anglais et 1/4 disaient préférer écouter le français. Alors, pour les trilingues, ils mentionnent très peu le français. Alors, c'est là que j'avais l'impression qu'ils étaient peut-être un peu plus réalistes. Alors, comme ils parlaient vraiment une autre langue maternelle, alors ils pouvaient plus évaluer quand ils parlaient beaucoup ou moins quelque chose. Alors, eux, ils disaient qu'ils parlaient surtout l'anglais et un peu la langue maternelle ou le français. Et pour
enfin pour écrire. Et pour parler, c'était surtout l'anglais, un peu la langue maternelle. Personne disait qu'il parlait français hors l'école. Lire, c'était surtout l'anglais, un peu la langue maternelle ou le français. Et écouter, 2 tiers préféraient l'anglais et un tiers préférait la langue maternelle. Et encore une fois, personne n'a choisi le français. Alors, étant donné qu'ils étaient tous des amis, c'est pourquoi j'avais l'impression que peut-être les anglophones surévaluaient l'emploi du français. Et aussi, un autre signe était le fait qu'écouter de la télévision, presque 100% des 2 groupes ont dit qu'ils préféraient regarder les chaînes anglaises. Alors, si les anglophones aimaient tellement écouter le français, j'avais l'impression qu'ils regarderaient des chaînes françaises. Alors, pour l'adaptation affective et socio-académique, les langues d'émotion, quand Lucille parlait ce matin des athlètes qui finissaient par gagner quelque chose et arrivaient à parler l'autre langue, elle trouvait que c'était vraiment une preuve de compétence linguistique. Alors, encore une fois, j'ai posé cette question pour avoir une idée de s'ils étaient bien capables de s'exprimer même à des moments chargés. Alors, les anglophones, les bilingues, 2 tiers préféraient l'anglais, mais un tiers disait qu'ils utilisaient le français pour exprimer la joie ou la tristesse. Alors, les trilingues ou plurilingues, les allophones, 2 tiers préféraient l'anglais et un quart préférait la langue maternelle et une seule étudiante préférait le français. Alors, pour les langues employées entre amis, alors les anglophones, 2 tiers préféraient l'anglais et un tiers préférait ou en tout cas utiliser le français pour parler aux amis. Puis les trilingues, 5/6 l'anglais et 1/6 le français. Ou ça ne devrait pas être l'anglais, ça devrait être la langue maternelle. Ce qui est très positif pour les 2 groupes, c'est qui voulait continuer en immersion au niveau secondaire, c'était 72% des anglophones et 2 tiers. Alors, quand on voit les chiffres d'attrition, alors je trouvais que c'était très positif. À ce niveau-là, ils voulaient bien continuer en immersion. Et en ce qui concernait les réussites scolaires, les points forts, c'était leur auto-évaluation et ils croyaient que les sujets les plus forts, c'était les mathématiques, la musique, les arts langagiers et les arts plastiques. Et leur point faible était les sciences et c'était pareil pour les allophones aussi. Ils trouvaient que le point faible, c'était les sciences. Ce qui m'a frappé avec les trilingues, c'était que le 2e point était l'éducation physique. Alors, je me demandais si s'ils avaient peut-être l'impression qu'ils étaient un peu moins forts ou si c'était quelque chose que font les jeunes. Alors, les réussites générales, ils trouvaient tous qu'ils faisaient assez bien. Personne ne pensait échouer. Et c'était frappant parce que après, avec le groupe d'allophones, il y avait 2 étudiants qui étaient un peu plus poussés du programme, qui étaient renvoyés plus ou moins au programme anglais. Alors, et ça faisait triste parce qu'eux-mêmes, ils croyaient qu'ils se débrouillaient pas mal. Alors, pour les études après l'école secondaire, 3/4 des anglophones pensaient aller à l'université ou au collège et 94% des allophones. Donc, tout ça pour dire que l'école où on ne permettait pas aux allophones de s'inscrire en immersion, peut-être à cause de l'idéologie monolingue qui disait que ce serait une sorte de déficit, c'était plus difficile pour eux d'être en immersion, ils se débrouillaient très bien. Alors, leur satisfaction avec la vie sociale, vous pouvez voir que les allophones, c'était tous extrêmement heureux, très heureux ou heureux. Et un seul allophone et un seul bilingue se disaient très malheureux. Alors, encore une fois, l'adaptation, il ne semble pas y avoir des problèmes d'adaptation. Et puis, alors, la discussion, la diversité linguistique et culturelle en immersion existe même hors les grandes villes. Alors, la première ville en Ontario, dans le sud de l'Ontario, c'est assez loin de Toronto, donc c'était
même pas le phénomène d'être à côté de Toronto. Et ce qui était frappant dans cette ville-là, c'était que les trois plus grands groupes d'immigrés, c'était les Polonais et les Arabes et les Espagnols, et c'était les trois plus grands groupes d'allophones qui étaient dans le programme d'immersion. Pour l'école au nord, où il y avait presque pas d'allophones, ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il y a énormément d'Amérindiens dans la ville et qu'il y avait beaucoup d'Amérindiens dans les cours d'immersion. Donc, on pourrait dire que la diversité qui existe en immersion, que ça reflète la diversité régionale. Alors, les minorités de langue non officielle ont accès à l'immersion, mais leur langue maternelle n'est pas soutenue. Ça peut se voir comme problématique, juste du fait que dans l'un cas, ils n'étaient même pas admis au programme. Ou de toute façon, ça peut être invisibilisé. C'est ça, les résultats de Dagenais ont dit ça depuis longtemps. Alors, ça nécessite des modifications au programme si on veut que ce soit un bilinguisme additif, parce qu'en ce moment, pour les anglophones, c'est un bilinguisme additif, mais ça pourrait être un bilinguisme soustractif pour les allophones du fait que la langue maternelle n'est pas soutenue dans le programme. Alors, de toute façon, leur nier l'accès aura des implications pour la justice sociale et pour l'avenir du bilinguisme officiel au Canada, comme le dit le travail de Kalimadi, qui dit que si on veut que la moitié des gens soient bilingues et on exclut une grande partie de la population, alors est-ce qu'on veut que c'est seulement les anglophones qui vont finir par être bilingues? Alors, il faut repenser cela. Alors, les implications. La question que Genesee a posée en 1976 se pose encore. L'immersion est-elle à propos pour tous les étudiants? Moi, je dirais que oui, mais ce n'est pas nécessairement l'idée que tout le monde, qu'à le grand public. Par exemple, encore une fois, le cas de l'école au Nord, où on trouvait que l'immersion n'était pas à propos pour les allophones et ils étaient renvoyés tout de suite dans l'autre programme, dans l'autre côté de l'école. Alors, il faut dépasser l'idée que l'anglais, c'est uniquement l'anglais qui est la norme hors du Québec. Et il faut propager des conceptions plus réalistes de l'essor linguistique qui existe au Canada actuel, de toute la richesse linguistique. Il nous faut repenser les programmes d'immersion en fonction de cette richesse et il nous faut en parler dans les facultés d'éducation et dans toute forme de développement pédagogique des enseignants. Les responsables qui interdisaient aux étudiants de s'inscrire en immersion avaient certaines croyances. Alors, c'était sans doute la croyance que, le bilinguisme, c'est difficile. Alors, ils sont déjà bilingues, donc ça, c'est assez difficile. Donc, pourquoi les inscrire en immersion? Ça va rendre la vie encore plus difficile. Alors, il faut changer le point de vue en leur disant qu'il y a eu des études, avec les résultats positifs du point de vue affectif, social, académique. Les enfants qui sont là se débrouillaient bien. Alors, plutôt que d'avoir des réactions qui ne sont pas fondées dans les recherches. Et il nous faut agir.